Bonjour les découvreurs, nous sommes aujourd'hui avec Louis Saillant, qui a servi pendant 10 ans dans les commandos marines, en Afrique et au Moyen-Orient. Ce sont, pour rappel, les illustres héritiers du commando Kiefer, le premier bataillon de fusils marins commando, qui faisait partie des rares Français à débarquer sur nos côtes le 6 juin 1944. Il a récemment écrit un livre, Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine. Dans ce livre, il revient sur ses missions, son quotidien, tout en se questionnant sur la stérilité de nos succès militaires, au Mali notamment. Bonjour Louis, et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour les découvreurs. Écoutez, moi c'est un plaisir, je suis toujours très flatté d'être invité à des podcasts. Là pour le coup, l'honneur est à minima réciproque. Donc moi, la première question que j'avais en tête, c'était d'où était venue en fait votre volonté de servir votre pays et au péril de votre vie en l'occurrence. C'est un long processus, il n'y a rien de pur dans ce que j'ai fait. Mon récit, c'est pas un récit euh, simple, je pense comme les récits de beaucoup de gens. Euh, En tout cas, on ne tombe pas dans les stéréotypes. C'est-à-dire que je suis né dans une famille où il n'y a pas de militaire, on n'a pas d'appétence pour la chose militaire chez mes parents, chez mes oncles et tantes non plus. Enfin voilà, moi je suis tombé dedans parce que j'ai fait des rencontres à certains moments dans ma vie. Donc pour reprendre simplement, moi j'ai commencé, j'étais au collège et dans un collège-lycée public, j'ai passé mon bac. Après quoi, je me suis orienté vers les études de physique-chimie à l'université pour devenir professeur. Après ça, plutôt pendant mes études, comme j'avais un peu de temps, j'ai travaillé donc à côté pour me faire un peu d'argent et ça m'a permis de me payer des heures de vol, comme je logeais chez mes parents encore. Donc c'était un peu de l'argent de poche pour moi et du coup ça m'a permis de me payer des heures de vol en aéroclub. Donc voilà, donc ça c'était une des premières étapes. Et alors, D'accord. on pourrait se dire, je pars en aéroclub, mais en fait, il se trouve que c'était une activité que je trouvais sympa. L'activité des aéroclubs en France est assez importante, hein. On a une grosse fédération de pilotes en France, de pilotes amateurs, et donc il y avait des aides aussi. Je me souviens à l'époque, il y avait des aides pour accéder au premier brevet. Plusieurs milliers d'euros hein, d'ailleurs, donc c'était pas mal. Et donc c'est ce qui m'a encouragé un petit peu à mettre le pied à l'étrier. Et en fait, au fur et à mesure, de l'évolution de mes études, du vol en aéroclub, en fait, j'ai découvert que finalement, j'aimais bien la physique, les sciences, j'aimais bien les enfants. C'est ce qui m'avait poussé à aller vers l'éducation, ou tout du moins l'instruction publique. Et, euh, et en fait, c'est en cours que j'ai découvert que peut-être que ce serait un peu trop rébarbatif pour moi, tout du moins l'aspect intellectuel. C'est-à-dire que tous les ans le même programme, etc., peut-être que ça me repousserait un peu. Et d'un autre côté, j'avais un instructeur qui était un instructeur bénévole militaire, donc qui était un pilote d'hélico dans l'armée de terre, et qui lui me poussait vraiment à engager dans une carrière militaire. Donc c'était un peu une rencontre. Et, euh, et voilà. Donc je suis rentré, j'ai passé les concours derrière. Je suis rentré dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote. J'ai fait 3 ans. J'ai validé mon diplôme professionnel. Et à l'issue, en fait, je devais partir en spécialisation en transport à Avord. Et en fait, j'ai en cours de chemin, une fois de plus, alors explication un peu longue, hein, mais bon, après ça fait partie des méandres de la vie, je pense. Ah, exactement, et c'est intéressant d'avoir le cheminement qui est passé dans votre esprit pendant tous ces mois, voire années, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc là, justement, le cheminement a continué. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert que j'aimais beaucoup servir. J'aimais travailler sur le terrain. Et en vol, j'étais moyen. Voilà. Très honnêtement, j'étais moyen. Je travaillais beaucoup pour un résultat moyen, alors que certains de mes collègues travaillaient peu pour des résultats qui étaient bien meilleurs que les Ça miens. nous est tous arrivé. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, voilà, je me pose des questions et je me dis vraiment, est-ce que je vais pas rester moyen toute ma carrière? Et finalement, ça va être sympa, mais parce que c'est sympa, hein, enfin clairement, hein, l'aviation, ça m'a appris énormément. C'est un métier qui est passionnant. Je me suis senti très privilégié de pouvoir faire ça.
Mais voilà, j'avais ce questionnement au fond de moi. Et en fait, un jour, il y a eu une campagne de saut sur la base où j'étais, qui était à Cognac, à l'école de pilotage de l'armée de l'air. Et donc, c'était des parachutistes qui venaient sauter. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans la soute. Et là, je me suis dit, bon, en fait, j'ai vu la soute s'ouvrir en plein vol avec ces parachutistes, tous équipés, harnachés. Et j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et je me suis dit, en fait, non, c'est ça que je veux faire, en fait. Et, et, et du coup, j'ai commencé à m'enseigner. J'ai vu les reportages, le fameux reportage de Marius. J'ai vu tous les forums, j'ai cumé tous les forums pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Et puis là, ça a été une autre rencontre. C'est le père d'un ami qui, lui, était au 13e RDP, donc le régiment des dragons parachutistes, qui est un régiment de l'armée de terre des forces spéciales, à qui j'ai évoqué le fait de vouloir retourner un peu sur le terrain, d'être un peu d'être parachutiste, d'être voilà, dans l'action avec des gars comme ça. Et en fait, il m'a dit, bah, va chez les commandos marines. Donc, ça m'a interpellé. Peut-être que je lui en avais parlé avant, j'en sais rien. Et en fait, ça m'a influencé dans ma décision. Je me suis dit, bon, si lui il me dit ça, c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup et que j'estime toujours, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc là, c'était là, pour le coup, bifurquer de l'université à l'armée de l'air, c'était pas très difficile, puisqu'il fallait. Alors, ce qui était difficile, c'était le concours, mais en termes de vie, je passais d'un statut d'étudiant, où je vivais au crochet de mes parents, enfin, au dépend de mes parents, à un statut de salarié, militaire, avec une voie professionnelle bien tracée. Donc intellectuellement, il y avait une forme de confort. Et là, dans cette deuxième décision que je prenais, là, par contre, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que je passais d'une situation où voilà, j'étais dans les clous, ça se passait bien dans l'armée de l'air, mais si je quittais, je perdais le confort, je perdais tout ça. Enfin, je perdais un petit peu tout ce que j'avais engrangé jusque-là. Bon, rétrospectivement, on se dit, bon, c'est que 3 ans, mais c'est toujours, quand c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail, c'est toujours un peu difficile. Et là, voilà, je bascule complètement et je dis, bon, vraiment, il faut que je le tente, je vais partir chez les commandos marines. Quitter l'armée de l'air, rentrer dans la marine pour faire les commandos marines. Et j'ai l'impression que justement cette entrée dans les commandos marines, ça répondait à deux choses auxquelles vous avez fait allusion là. C'est vous accomplir vous, ne pas être moyen toute votre vie. Et peut-être aussi ce quotidien que vous vouliez assez rythmé, varié. Là, je repense à votre carrière de prof à laquelle vous songiez au début. Après, en fait, tout s'est joué sur la confiance en deux hommes au final. Je pense, que c'est des figures en fait qu'on croise et qui parfois n'ont pas besoin de dire grand-chose. Il suffit simplement que leur vie soit un peu exemplaire à nos yeux. Ça suffit en fait pour nourrir quelque chose derrière. Ça suffit pour nourrir une ambition, pour s'orienter en fait. C'est des gens qui m'ont aidé à m'orienter vers un objectif. Par rapport à justement cet objectif et cette carrière dans les commandos marines, le fait de voir le monde, d'être confronté à la violence, à la misère, est-ce que cette carrière vous a fait apprécier encore plus qu'avant, a priori, le fait d'être français? Et même peut-être que quand vous reveniez, vous constatiez peut-être une forme de décalage avec certains de vos compatriotes par rapport à cette fierté d'être français, le fait de l'apprécier. Je pense que j'ai toujours eu une forme de reconnaissance pour ce que j'avais. Petit, j'avais, comme beaucoup, cette phrase quand on finissait pas son assiette de me dire, tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde et toi tu te permets de pas finir ton assiette. Bon, parfois ça peut être un peu du chantage, on est d'accord. Mais il y a quelque chose en fait. Il y a un sens à cette phrase qui est plus profond que ça. Et le sens, c'est de dire, on est très privilégié de ce qu'on a. D'avoir de l'eau courante, d'avoir de l'eau chaude, de l'eau froide, d'avoir à manger tous les jours, des vêtements propres. Tout ça, c'est quand même assez extraordinaire en fait. Et effectivement, le fait de voyager dans des pays un peu pourris, ça m'a clairement. Ça appuie ce phénomène-là. En fait, ça appuie le décalage. On se dit, ben, en fait, quand parfois on entend des slogans, où on entend les 1% les plus riches du monde. On entend souvent les comparaisons sur les, les- les- si on rassemblait la fortune des 1% des plus riches au monde, etc. Voilà ce qu'on pourrait faire pour le reste des 99%. Mais en fait, pour ces gens-là, pour les gens dans ces pays du tiers-monde ou du quart-monde, en fait, les 1%, en fonction de là où on se place, ça devient nous, en fait. Ouais, c'est De- relatif, ouais.
Nous, on voit bien ça comme étant un ensemble de personnes très richissimes, des héritiers des chefs de grandes entreprises, etc. Mais eux, ils nous voient, nous, les Occidentaux, les Français, comme les 1% au monde qui ont accès à l'éducation, qui ont des niveaux sanitaires très élevés, qui ont accès au développement, etc. Donc c'est vraiment très particulier et ça permet de recentrer un petit peu la vision sa vision du monde et d'affûter un peu son esprit critique pour pas tomber dans une forme de relativisme qui permet de dire en fait tout ça c'est un peu acquis quoi. C'est quoi qu'il advienne, j'aurai toujours de l'électricité dans ma maison et de l'eau courante. La réalité c'est que non en fait. Ou C'est en que tout non. cas, oui, ça peut changer et je partage assez votre analyse. Effectivement, les bienfaits d'être français sont peut-être considérés comme dus. Et la réflexion que je me fais par rapport à ça, c'est que ce qui est acquis sans effort a souvent moins de valeur. Et à moins d'être proactif aujourd'hui, il n'y a aucun moment où donner ou rendre à la communauté nationale et une étape devient incontournable. Il faut que ce soit un choix, voilà, par exemple de devenir fonctionnaire. Je sais que maintenant il y a le service civique, mais c'est vraiment des initiatives personnelles. Mais à aucun moment donné, on va être, je ne voudrais pas employer le mot obligé, mais où le fait de redonner sera incontournable, où il va falloir le rendre. Et c'est peut-être ça qui dévalorise tout ça. Enfin, Moi alors je partage pas exactement ce point de vue parce que c'est pas une question de rendre en fait. Parce que tout le monde peut pas rendre. Clairement, tout le monde ne peut pas rendre, tout le monde n'est pas disposé à rendre. C'est quelque chose qui est très personnel finalement. En revanche, euh, c'est important de le reconnaître. Quand on dit qu'on fait des choses sans effort, enfin qu'on a des choses sans effort, en fait c'est pas vrai. Tout est faux là-dedans. Par exemple, je prends le nucléaire en France, on en pense ce qu'on en veut. C'est un système qui génère de l'électricité, qui est acheminé jusque dans des transformateurs et qui le distribue dans les habitations. Combien de centaines, voire de milliers, voire de centaines de milliers d'heures d'ingénierie il a fallu pour arriver à cet aboutissement-là? Combien d'ouvriers il a fallu rassembler pour construire ces lignes de tension, pour construire ces pipelines pour enterrer les câbles, pour construire ces centrales nucléaires, combien presque de dizaines, voire de centaines d'années il a fallu pour arriver à maîtriser l'atome et à essayer d'en faire une source d'énergie. Là, on ne parle plus de juste l'électricité qui arrive à ma maison, on parle de l'ensemble en fait. Ça, c'est des centaines et des milliers, voire peut-être des millions d'heures de travail, de labeur, et c'est des gens qui ont fait ça. C'est pas innocent en fait. Et tout ça, c'est un acheminement qui est d'ailleurs incroyable. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a tous ces gens-là, ils se sont mis ensemble, ils se sont coordonnés pour monter une centrale nucléaire, qui est une absolue prouesse technologique, et pour réguler un atome qu'on est en train d'essayer de casser en deux doucement, et de distribuer cette électricité pour qu'elle arrive à la même tension partout, à une tension qui ne tue pas, à une tension constante pour toutes les habitations. Mais c'est une absolue prouesse. Ce qu'on prend pour acquis quand on branche son téléphone au mur, mais c'est une absolue prouesse, mais qui nous vient de loin. Et ça, c'est ça, en fait, c'est pour ça que je pense qu'effectivement rendre, c'est bien, hein, c'est très bien, mais ne serait-ce que reconnaître ça déjà, en fait, c'est voir déjà plus loin que le bout de son nez, en fait. et comment on peut le reconnaître, outre le fait évidemment de s'intéresser à ces différents sujets, comment on peut se rendre compte que finalement, oui, rien n'est acquis et il y a effectivement toute cette ingénierie, toute cette histoire, ces efforts derrière le moindre des conforts du quotidien. Ah bah c'est très simple. Là, si on ne quitte pas son quartier, si on ne quitte pas, si on ne voyage qu'en France, par exemple, ce qui arrive à beaucoup de gens, hein, si on ne voyage qu'en France, on va tomber sur des endroits où on a l'eau courante partout, on a des services de soins, des services d'urgence qui fonctionnent, bon an, mal an peut-être en ce moment, mais qui fonctionnent. On va avoir des magasins ouverts. Tout ça, c'est des prouesses civilisationnelles. Il suffit de sortir de ça. Vous partez dans les pays du tiers-monde, vous partez, par exemple, au fin fond du Congo. Vous partez à Jakarta. Vous allez dans ces pays-là et vous faites une fracture ouverte. En fait, là, vous réalisez que vous faites ça, vous faites une blessure grave en France, vous avez toute une chaîne de phénomènes qui vont se mettre en branle,
et qui vont parfaitement s'harmoniser, se coordonner pour vous amener au meilleur soin possible. Mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Ça se construit petit à petit et sur des centaines d'années. Et ça, quand vous allez dans ces pays-là, dans ces pays du tiers-monde qui n'ont pas connu ce développement civilisationnel, en fait, ça, on le mesure directement. Parce que ce que ça veut dire qu'on revient avec des palus neuraux, ça veut dire qu'on vient avec des maladies incroyables qu'on contracte que dans ces pays-là. Parce qu'ils n'ont pas des systèmes de soins comme on a, ils n'ont pas, ils ont pas eu le développement scientifique qu'on a eu. Donc ça, c'est très simple. Hein. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'arrêter un instant et de regarder juste son petit monde autour de soi et de dire, tiens, ça vient d'où ça? Qui c'est qui a fait ça? Comment on en est arrivé à faire ça? Ce qu'on peut soulever dans cette réflexion-là, c'est que l'état zéro de l'humanité, c'est pas l'entente entre les peuples et le développement des cultures et un progrès exponentiel. C'est pas ça l'état zéro. L'état zéro, c'est la barbarie. L'état zéro, c'est des guerres sanglantes. C'est ça l'état zéro. C'est-à-dire que si vous prenez une voiture et que vous l'entretenez pas, que vous faites pas les vidanges, que vous faites pas les filtres, vous la laissez tranquille, vous la laissez sur un parking pendant 10 ans, vous revenez, la voiture elle est pourrie. On sait même pas si elle va démarrer. Tout se dégrade. Ça demande des efforts constants et perpétuels pour que les choses, ne serait-ce que, se maintiennent. Alors s'il faut en plus les augmenter, alors là ça demande presque des choses qui sont de l'ordre du génie. Avoir une usine avec 2000 personnes qui travaillent de manière harmonieuse et coordonnée vers un seul objectif, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Dans des bonnes conditions de santé, d'éducation, que tout le monde ait mangé à sa faim, que tout le monde n'ait pas soif, c'est prodigieux. Oui, en plus dans ce que vous décrivez, enfin moi j'y vois notamment pour reprendre l'exemple du nucléaire hein, français, il y a de quoi en fait être fier justement de tous ces accomplissements. Bon, au-delà des polémiques, il y a de quoi être fier. Et en fait, ce à quoi je réfléchissais en préparant l'émission, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la fierté va plus gire dans ce qui nous différencie. Et ça en devient même identitaire d'ailleurs. Vous voyez, enfin, les opinions politiques, la religion, l'orientation sexuelle, enfin, il y a 36 exemples. Mais on ne tire pas, ou pas assez de fierté, en tout cas selon moi, dans de plus grands dénominateurs communs. Vous voyez, ben, comme l'ingénierie dont vous parliez, notre nationalité tout d'abord, l'éducation reçue, l'histoire commune, le patrimoine culturel, enfin il y a 36 exemples. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Et on parle plus des dénominateurs qui vont regrouper, certes, plusieurs centaines, milliers d'individus à chaque fois, mais jamais des plus grands en fait, et finalement peut-être des plus importants. Je voulais avoir votre avis un peu là-dessus, sur justement cette fierté qu'on tire des différences plutôt de ce qui nous rassemble. Peut-être que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous rassemble? C'est Qu'est-ce vrai. qui nous rassemble? Qu'est-ce qui fait qu'on a une nation, par exemple? C'est là pour vous répondre spontanément, c'est une histoire commune, un héritage commun qu'on comprend tel quel, avec ses phases de lumière et d'ombre hein, évidemment, et tout un référentiel bon, qui va de la gastronomie à la culture, même peut-être à l'humour, à notre façon de nous comporter en société. Donc, du coup, on pourrait effectivement dire que l'histoire est un dénominateur commun. Dans, Par dans le, exemple. alors tout à fait dans lequel on se retrouverait, je ferais même le parallèle qui est peut-être un peu hasardeux, mais comme une histoire familiale, vous voyez. Ce qu'il y a Oui, de, oui, je ce comprends. qu'il y a de commun dans une famille, outre le sang, au-delà du symbole même, hein, c'est purement génétique, hein, c'est les histoires qu'on va entendre justement des aïeux, la fierté qu'on va tirer peut-être du métier ou d'un acte voilà, du grand-père, de la grand-mère, d'un de ses parents. Et ça donne envie en fait d'appartenir à cette histoire et à cet héritage. Là évidemment j'en parlais à un niveau peut-être plus grand et au niveau national. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai que clairement, une histoire avec ses drames et ses gloires permet effectivement d'avoir ce passé commun qui est fondamental. Mais, euh, mais si tous n'ont pas le passé commun, alors qu'est-ce qui peut nous rassembler? Alors vous voyez, Parce que vous vous souvenez de la polémique qu'il y avait eu sur nos ancêtres les Gaulois oui tout à fait, ouais. et que et toute une- un groupe
de personnes un peu politisées qui disaient que en fait, nos ancêtres des Gaulois, c'était une forme de lavage de l'histoire, en fait. Hmm. Oui, Je trouve ça très intéressant. Ah oui, tout à fait. Et la question, quelque part, mérite d'être posée. Mais en fait, je ferai là aussi, hein, vu que vous venez des commandos marines, ça va sûrement vous être familier. Je prendrai en exemple la Légion étrangère, par exemple. Le fait de devenir français par le sang. Évidemment, tout le monde n'a pas à devenir français par le sang, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui viennent des quatre coins du monde avec des histoires personnelles plus ou moins houleuses. Et même si, effectivement, il y a l'aspect porte de sortie et nouvelle vie, je pense que la majorité vont se retrouver justement et il n'y a pas que ce pan de notre histoire, mais notamment dans nos ancêtres les Gaulois. Mais pas que, évidemment. Alors, Si je voulais être caricatural, l'histoire de France, c'est aussi France 98, voilà, qui est chère je pense aux détracteurs, à beaucoup de détracteurs de la France, c'est la France et les Gaulois, quoi. en fait, l'exemple est intéressant pour les légionnaires parce que pour en connaître et pour avoir fréquenté ces gens-là, je ne suis pas sûr que ce soit l'histoire de France qui les rassemble. Je pense que ce qui les rassemble, c'est déjà leur histoire, l'histoire de la Légion, qui a une histoire singulière, notamment avec des grandes batailles comme Cameron, qui font de ces gens-là, qui font de ces régiments-là des régiments légendaires en tout cas. Donc effectivement, je pense qu'il y a ce vecteur histoire, mais je pense que c'est pas le seul. Il y a un autre, enfin en tout cas, je pense qu'il y a un autre ensemble que l'on néglige, c'est les valeurs et l'idéal qu'ils portent. Parce que je suis pas sûr que l'histoire suffise. Quand on est en famille, l'histoire suffit, le sang suffit. Mais si vous n'êtes pas en famille, si vous êtes avec votre demi-frère, votre demi-sœur, vos beaux-parents, qu'est-ce qui fait que finalement vous allez, vous allez avoir un esprit de communauté avec le reste de la nation? Et je pense que pour ce qui est de la Légion, clairement, c'est leurs valeurs. C'est les valeurs qu'ils ont qui sont des idéaux. C'est un ensemble d'idéaux. Alors je vous rejoins assez sur les valeurs, effectivement. Euh, Après, pour compléter notre discussion sur l'histoire, c'est que pour moi, les valeurs, et quel que soit le pays d'ailleurs, hein, c'est un dérivé de l'histoire, et je dirais même que certains faits historiques heureux ou malheureux, souvent vont illustrer les valeurs ou l'esprit en tout cas d'un pays, vous voyez? Ah, alors c'est l'œuf ou la poule, là. Est-ce que c'est... Non mais c'est intéressant, parce que est-ce que c'est l'histoire qui crée des valeurs, ou est-ce que c'est des idéaux, plutôt, ou est-ce que c'est des idéaux qui nous ont amenés dans ces méandres de l'histoire? Est-ce que c'est pas la poursuite de certains idéaux qui nous ont amenés là où nous sommes arrivés? Ah bah quand vous parlez d'œuf et la poule, effectivement, je pense que c'est un cercle, enfin une spirale sans fin, oui, effectivement, les deux, c'est un effet boule de neige un peu. Moi, Euh, je pense que les hommes n'ont jamais vécu sans idéal et que c'est l'idéal qui guide tout. C'est ma vision, hein. hmm. Je pense clairement qu'il y a ce phénomène-là. Et je pense notamment que l'unicité d'un pays se fait notamment dans sa transcendance. Et justement sur cette unicité, Oui. je comprends par là cohésion entre les Français en fait. Comment, enfin il y a deux questions en fait, quelles seraient finalement les valeurs françaises dans lesquelles tous les Français, ou la majorité en tout cas, pourraient se retrouver, et comment le faire, même si évidemment on ne peut pas le résumer en 2 minutes, mais... Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français qui se posent la question-là. Ce que je trouve très intéressant à regarder dans cette problématique, c'est qu'on a des pays qui sont des pays qu'on connaît bien, notamment des pays africains, qui ont vécu les mêmes problématiques. Notamment, je pense aux pays multiethniques, où il y a plusieurs ethnies. En fait, il y a la vraie problématique de la survie de l'État par rapport à ces différentes ethnies qui, chacune, va avoir son mode de vie, qui chacune va avoir sa vision du monde, alors parfois qui se recroisent, hein, de manière heureuse, et parfois qui ne se recroisent pas du tout dans des conséquences malheureuses. Et je pense que c'est très intéressant de se pencher sur la vision que l'on a de ces pays-là, de ces ethnies, parce qu'on est très pragmatique avec ça. C'est-à-dire on est très réaliste.
Alors que lorsqu'il s'agit de transposer le raisonnement à la France, c'est très difficile. C'est très difficile, on n'y arrive pas. Quand vous dites on est très pragmatique sur les exemples africains, je veux bien que vous Ah bah, développiez un peu pour ouais. comprendre. En fait, vous prenez l'Afrique, l'Afrique du Nord, pardon. Donc toute la bande sahélienne. Donc ça va de la Mauritanie à peu près jusqu'à l'Égypte, l'Éthiopie. En fait, tous ces pays-là, il n'y a pas d'unicité dans ce pays. Vous avez différentes ethnies qui sont très marquées. Vous avez des Touaregs, vous avez des Arabes, des Maghrébins, des Berbères, vous avez des, euh, des Bambara, des Peuls, enfin bref, des gens pas, c'est des meilleurs. Vous avez toute une polyphonie d'ethnies. Et en fait, lorsque les Français vont là-bas, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans les armées, c'est pour ça que je pense que le travail des armées françaises est assez admirable de ce point de vue-là, parce que on arrive non seulement à avoir une capacité coercitive très forte, mais aussi à avoir une bonne intégration dans les paysages locaux. Parce que j'ai la sensation qu'on arrive à comprendre la cohabitation des ethnies. Il y a beaucoup d'ethnies qui cohabitent en Afrique. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, bah, voilà, il y a une unicité dans l'ethnie, mais elle ne se mélange pas avec l'autre. Et on l'accepte ça. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, voilà, les Bambara ne supportent pas les Peuls. Bon, bah, si jamais on doit monter des équipes, on va éviter de mélanger les équipes en mettant du Bambara et du Peul, par exemple. Ouais, mais là, alors j'ai très bien compris votre illustration. De ce que moi j'avais compris, ça va à l'encontre, en tout cas, du modèle français qui, je pense, est en train d'évoluer, hein, qui n'était pas communautaire, en gros. C'est là où je pense que c'est très intéressant de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'une communauté. Qu'est-ce que, voilà, le modèle français, on ne veut pas qu'il soit communautaire. Mais alors on veut qu'il ait quel format, en fait. En fait, c'est des vraies questions, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de phrases un peu automatiques. Voilà, je sais pas moi, le droit au travail, le pouvoir d'achat, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Ou tout du moins, qu'est-ce que les mots signifient qu'on nous donne? Par exemple, moi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est de définir le mot nation. C'est quoi une nation? Ah Alors, je bah vous pose la c'est question. vrai que oui, ça peut se cantonner uniquement à la sommité des gens qui ont le passeport de la nation en question. Mais Donc, ça veut dire que, d'accord, donc, du coup, si, en fait, c'est un ensemble administratif, du coup. là, je vous donne mon opinion, hein, puisque vous me posez la question. Pour moi, ça ne doit pas l'être, et je pense que en France, de plus en plus, c'est un peu le cas. Là, je vais prendre des exemples très concrets, en fait, hein. C'est les symboles français, ne serait-ce que le drapeau et l'hymne national. Mhm. Là, l'euro vient de passer, tout le monde chante l'hymne national ça fait bien de mettre son drapeau dans son jardin ou à sa fenêtre. En règle générale, se lever pendant la Marseillaise ou chanter la Marseillaise hors événement sportif ou se balader avec un drapeau sur l'épaule dans la rue, ce qui finalement ne fait rien de mal et je trouve ça plutôt beau comme image. Ça va être interprété comme voilà, c'est quelqu'un qui est d'extrême droite ou qui veut revenir à une conception peut-être un peu arriérée de tout ça. Et pour qu'on en soit arrivé là, effectivement, j'ai l'impression que là, la communauté nationale, c'est plus, enfin, la nation française, c'est plus une sommité de personnes qui ont le papier plutôt que de se sentir vraiment français et qui ait cette fierté, ce sentiment d'appartenance, quoi. Donc, du coup, alors c'est juste pour suivre hein, le raisonnement, du coup, la nation serait plus la définition du sentiment d'appartenance. Donc, s'il y a un ensemble de personnes qui ont un sentiment d'appartenance, ça définit la nation. Alors, sentiment d'appartenance, et là, je pense qu'on peut rejoindre pardon. En réalité, il n'y a pas de piège hein, dans ma Ah non, question. bien sûr, mais Et en c'est fait, ce très qui est intéressant, intéressant. c'est que là, en fait, j'ai posé juste une question. Du coup, vous m'avez donné votre opinion, ce qui est très bien, hein, parce que c'est très intéressant hein, ce que vous dites. Mais du coup, là, on repart sur notre question pour essayer de définir de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, là, dans notre dialogue, on n'a pas réussi à définir en une fois ce qu'était la nation. Alors que si vous me demandez, je sais pas moi, ce que c'est une ville, je pense que je vais y arriver. Dire, c'est un ensemble d'habitations, de logements, de travail, rassemblés autour d'axes routiers et qui se différencient de la campagne par une absence de terrain cultivable, par exemple. Alors, je vais pouvoir peut-être faire le parallèle avec la religion, vous voyez. Ouais. C'est que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une dimension très concrète
très terre à terre. Donc, est-ce que j'ai mon passeport? Ou par exemple, pour la religion, est-ce que je respecte le dogme, par exemple? Ouais, ouais, Et l'autre pan de cette réflexion, que ce soit pour la nation ou la religion, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête ou dans mon cœur, voilà, on peut le formuler comme on veut, sur justement ce sentiment d'appartenance, de croire à peut-être une vision, en fait, quelque part, de l'humanité à moindre échelle de son pays. d'accord. Donc du coup, on revient sur c'est très bien, hein. On revient sur le sentiment d'appartenance finalement. C'est ça qui pourrait primer sur le reste, on pourrait dire. Alors qu'il le valide au sens où effectivement un papier reçu à la naissance ou par exemple si je prends l'exemple de la religion catholique, un baptême reçu à la naissance sans réflexion entre guillemets de la personne qui est baptisée, Mhm. finalement quelle valeur cela a-t-il? Et je pense que manque de sacré désormais dans nos quotidiens en fait. C'est des choses qui sont, c'est pas inexplicable mais Ah bah c'est très intéressant ça. impalpables en fait. Vous voyez. Parce que ça, ouais. Alors en fait, c'est très intéressant. Alors, pour la définition de la nation, bon, en réalité, c'est une fois de plus, hein, c'est pas un piège, mais je pense qu'il n'y a pas de définition en fait. Il n'y a pas de définition de la nation et c'est pour ça que je me méfie du terme. En revanche, ce que vous dites là, qui est lié hein, à l'idée de nation, parce qu'effectivement, la nation, ça évoque quand même des trucs. Hein. Clairement, quand on dit nation, le mot nation, ça évoque des trucs. En fait, l'idée du sacré, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand vous lisez des gars, des psychanalystes, comme notamment Carl Jung, c'est un gars qui a développé notamment la thèse de l'archétype, qui est une thèse selon laquelle il y a des inconscients collectifs, et je pense typiquement, et je suis assez d'accord, que le sacré fait partie d'un des archétypes de notre société. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est défini, enfin qui est défini de manière très floue, qui est inconscient, mais qui est quelque part dans notre société. Il y a un besoin. Et alors ça, on peut théoriser là-dessus, mais j'aime pas trop théoriser, donc je vais préférer revenir à quelque chose de plus pragmatique. Si on prend l'exemple de toutes nos civilisations, toutes les civilisations humaines depuis la naissance de l'humanité, il y a toujours eu du sacré. Toujours. Il y a toujours eu cette notion de sacré qui correspond quelque part à la notion de transcendance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et des choses qui sont. C'est pas de notre sort. Et vous Ça, pensez que la notion de sacré est toujours présente? ben, je pense qu'elle est inévitablement présente. Que l'on ne l'ait pas, que l'on la refuse ou qu'on l'ait mis de côté, etc., c'est tout à fait possible, hein, il n'y a pas de problème. Mais Jung parlait des archétypes comme étant des lits de rivière. Des lits de rivière dans lesquels les flots ont dévalé ce lit, et à un moment, la rivière va évoluer, et donc va sortir de son lit, et va continuer à couler par ailleurs. Mais inévitablement, il y a des moments où elle reviendra dans son lit. Alors ces moments sont, peut-être que ce soit des moments particuliers, mais il dit voilà, il y a des moments, inévitablement, et de manière tout à fait inexplicable, on reviendra dans ce lit-là. Donc je pense que cette notion de sacré est très intéressante. D'ailleurs, parce que, notamment par le fait qu'elle a toujours existé. Moi, c'est quelque chose qui me sidère. Hein. Vous allez chercher, vous allez voir chez les Sumériens, chez les Babyloniens, chez qui vous voulez, vous avez du sacré. À commencer par l'empereur ou le roi, etc., qui, lui, le premier, est sacré. Sur le sacré, je pense aussi que effectivement l'empereur, le roi ou même par exemple un président de la République, ça va être des clés de voûte, mais ce qui fait la force du sacré finalement, indirectement, c'est qu'on se sent liés les uns aux autres. En tout cas pour moi, c'est vraiment le fait de se sentir, on revient au mot un peu communauté ou communion, enfin je saurais pas quel mot est le plus adapté, mais c'est le fait de se sentir de manière indéfectiblement lié. Et c'est vrai que, là c'est une opinion qui n'engage que moi, mais j'ai l'impression que dans le monde voilà, assez individualiste dans lequel on le vit, même s'il y a évidemment de très belles initiatives, et de plus en plus, c'est vrai, euh, j'ai l'impression que ce côté de lien indéfectible, il a été un peu entamé, vous voyez. Je comprends le sentiment, mais je pense que ce serait vraiment très intéressant de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire d'essayer de, peut-être pas de mettre le doigt dessus, mais de se rapprocher de la définition de ce sentiment d'appartenance, finalement, cet esprit de cohésion.
de ce sentiment de communauté. Parce que s'il existe aujourd'hui, c'est qu'il a existé avant. C'est-à-dire qu'on l'a pas inventé. Oui, bien sûr. Tous ces usages, c'est pas des choses qui s'inventent du jour au lendemain. C'est des choses qui mettent des années à se développer, et parfois des siècles, parfois des millénaires. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que c'est le modèle français auquel j'ai fait allusion tout à l'heure qui s'est grippé parce qu'en fait, il ne correspond pas ou, enfin, plus, ça c'est certain, et sûrement pas à la matrice actuelle qui est, il faut le dire, plutôt anglo-saxonne dans les pays développés comme le nôtre et où on tend à se communautariser pour le bien ou pour le pire. Mais il n'y a plus justement cette unicité et c'était un peu l'idée de dénominateur commun dont je voulais parler tout à l'heure, vous voyez. Très clair, très clair. Après, moi, je suis pas sûr qu'on ait une dérive anglo-saxonne, puisque les anglo-saxons ont toujours été très libéraux, hein, beaucoup plus libéraux avec tout l'héritage d'Adam Smith et compagnie. Euh, on voit que c'est des gens qui ont, pour qui la liberté est quelque chose d'absolument fondamental, quitte à avoir des gens très isolés dans leur société, mais la liberté reste au cœur de leurs préoccupations. Et je suis pas sûr que ce soit qu'on ait la même préoccupation qu'eux. Même si on a tendance à se libéraliser, je pense que la société française n'est en rien comparable à la société anglo-saxonne, même si elles sont tous les deux issues de la même civilisation occidentale. Je faisais allusion au fait que maintenant, les gens ne se parlent plus, enfin en tout cas en tant que Français, au sens très global du terme, hein, et là vraiment je mélange toutes les origines ethniques, tout le côté religieux, les CSP, enfin les catégories socio-professionnelles, vraiment tout ce genre de critères. euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'interconnexion, vous voyez, avec quelqu'un qui, par exemple, dans votre quotidien, ne va pas du tout vivre le même quotidien que vous. Oui. Et pour être un pratiquant de sport, c'est peut-être le seul endroit encore où je pense qu'il y a un vrai brassage, et dans le très très bon sens du terme, où les gens justement vont se parler, s'intéresser les uns aux autres. Et je pense que justement, la porte de salut à tout ça, c'est peut-être de passer par le collectif. Et on le voit d'ailleurs, par exemple dans les sports individuels, je suis toujours estomaqué de voir à quel point les tennisman, tenniswoman vibrent pendant la Fed Cup ou j'ai perdu le nom pour les garçons. Roland Garros non. Alors Roland Garros, mais enfin où ils font ça par équipe, ou même les délégations olympiques, vous voyez. D'accord. Les délégations olympiques, chacun va faire son sport. Il y en a beaucoup des individuels, mais ils vibrent ensemble. Et vous, pareil, dans votre carrière, vous avez dû vous en rendre compte, évidemment, que quelqu'un qui est très différent de vous, même dans sa manière de penser, dans son origine, avec tout ce qu'on peut mettre derrière le mot origine, au final, avec la même histoire, les mêmes épreuves, ça va vraiment vous rapprocher, quoi. Et vous allez faire fi de toutes ces petites différences, en fait. Est-ce que vous avez déjà fait un sport collectif? Tout à fait, pas mal de rugby, ouais. De rugby. Quand on joue au rugby, est-ce qu'il vous arrive de faire la passe à l'équipe adverse? Est-ce qu'il m'est arrivé de faire la passe volontairement à l'équipe adverse? Ouais. Alors, volontairement, non, à moins de truquer des paris, mais non. Non, ça vous est jamais arrivé. Et c'est un phénomène qui est très intéressant. Pourtant, en face, c'est des mecs sympas, ils sont peut-être pas du même canton, du même machin, pourtant, c'est des mecs avec qui vous pourriez jouer au quotidien. Ah, tout à fait. Mais vous leur faites pas la passe. Lorsque vous êtes dans un sport collectif, vous avez un objectif. Vous avez un objectif commun et vous avez face à vous une épreuve commune. C'est-à-dire qu'il y a un accord tacite. Toute l'équipe est d'accord pour dire on va mettre ce ballon derrière cet en but. C'est beaucoup plus précis qu'on le croit. C'est pas juste histoire de on joue collectif. Non. C'est ce ballon, il va derrière l'en-but et tout le monde est d'accord avec ça. Et on va affronter les gars en face et personne ne leur fait la passe. Ça, ce sont des prérequis qui sont d'office préétablis. Si vous ne préétablissez pas ça avant le match, en fait, vous allez faire la passe au mec d'en face. Vous plaquerez pas. Vous n'irez pas mettre le ballon là-bas. Vous ferez un peu ce que vous voulez. Et finalement, vous n'êtes même plus une équipe, en fait. Alors, donc, je pense que l'essence de l'équipe, ce qui fait vraiment son être,
c'est d'avoir cet objectif commun. Et c'est ce qu'on a, nous, dans nos unités. Hein. Si nos unités marchent si bien, c'est parce qu'on a un objectif commun. Et que tout le monde se tourne vers ce même objectif commun. Et du coup, tout le monde se soutient, s'entraide. Bon, dans le meilleur des mondes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes nos valeurs convergent vers cet effort-là. Je fais le parallèle au niveau français de notre pays, pour pas employer le mot nation qui regroupe trop d'acceptions. C'est-à-dire qu'il nous faudrait une vision commune qu'on n'a pas ou qui est peut-être pas assez clairement définie. Et un deuxième levier auquel vous avez fait allusion, c'est qu'il faut une épreuve ou des épreuves en permanence pour nous rassembler. Oui, Enfin, là, je fais oui. le parallèle grossier, hein, mais... Oui. Alors, je suis pas en train de dire une bonne guerre, c'est ce qu'il nous faut. Ah, non, bien sûr. Pas du tout. Non, parce qu'on pourrait, Oui. c'est ce qu'on pourrait comprendre dans le parallèle, même si, Ouais. même si c'est pas ce que vous voulez dire. Mais donc c'est bien sûr pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'essentiel ici, c'est d'avoir un objectif commun. De toute façon, on n'a pas d'objectif s'il n'y a pas d'adversaire. De toute façon, s'il n'y a pas de difficulté. Après, tout est, comme dirait Héraclite, hein, tout est guerre. Donc du coup, l'idée essentielle ici, c'est d'avoir un objectif commun. Le reste se fera naturellement. Mais du coup, il faut le définir, cet objectif commun, de manière assez précise finalement. Et donc, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir un objectif qui puisse satisfaire tout le monde? Ah, c'est une vaste question. Hein. Ouais, c'est une vaste question, mais justement, en fait, personne ne l'adresse. Personne n'adresse ces questions-là. Ou tout du moins, dans les grandes sphères médiatiques que je suis d'une oreille abstraite, enfin distante, je suis pas sûr que vraiment on ait cet engagement au cœur. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gaulle qui disait nous travaillons à l'accomplissement de la mission pour le bien commun, l'intérêt supérieur de la patrie et l'intérêt commun. Mais donc ça, ce dont vous parlez, je le comprends comme finalement le rôle des politiques, de fournir une vision commune et claire. Éventuellement, pourquoi pas, oui, mais ça peut être bien sûr en partie les politiques, mais pas seulement. Ça peut être tout un chacun, ça peut être un ensemble. Enfin, je n'ai pas envie de le cantonner aux politiques, clairement, parce que la police dans la politique, hein, police c'est l'étymologie du mot, c'est la gestion de la cité. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, c'est une chose que d'administrer la cité, c'est autre chose d'avoir un objectif commun pour pouvoir se définir correctement en tant que groupe, comme on le fait tout simplement dans un match de rugby. Quand on joue au rugby, voilà, on est en équipe, en fait, on est tous ensemble dans la même équipe. Et notre but, c'est de mettre le plus de ballons possible derrière cette ligne-là et de les transformer. Voilà, c'est notre objectif. C'est dit simplement et tout le monde a compris en fait. Alors je vais vous poser la question très directement. Ouais. Selon vous, quels sont, vous disiez, Héraclite avant vous, que tout est guerre, quels sont les grands combats? La vie, c'est la guerre, ouais. Enfin, je sais plus. C'est soit la vie, c'est la guerre, et après, il y a d'autres traductions qui disent la guerre est le père de toute chose. Dans cette ligne-là, quels sont les grands combats à mener pour la France en tant que Français, justement? Je trouve que la phrase de Gaulle est pas mal. Hein. Le bien commun, l'intérêt supérieur de la patrie, l'intérêt commun. Je trouve que c'est des choses qui sont pas mal. Alors, peut-être qu'il faut les travailler un petit peu, les définir un peu mieux. Mais ça, c'est un long travail. Enfin, un long travail. C'est un travail d'adaptation, en tout cas. Il faut l'adapter à ce qu'on recherche vraiment aujourd'hui. Et je pense que si on répond à ces trois éléments-là, déjà, je pense qu'on peut faire beaucoup de route. Hein. À notre échelle, comment on peut justement s'approprier les mots du général de Gaulle? Comment on peut se les approprier? C'est une vaste question. Moi, je pense que déjà, le bien commun, il commence par le bien individuel. Il faut qu'individuellement, déjà, on soit suffisamment solide pour pouvoir établir un ensemble commun. Pour reprendre l'analogie du rugby, si mes premières lignes sont malades, si elles ont faim, si elles sont pas bien, mon match va pas bien se passer. Si en mêlée on va se faire écraser tout le temps, parce qu'on a 2-3 bonhommes qui vont pas bien. Donc déjà peut-être qu'il serait intéressant que ces propres bonhommes, ces bonhommes-là, pour l'ensemble pour le collectif, déjà ils se mettent à niveau, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils soient en bonne santé, quitte à s'en occuper hein, au sein du club, pour qu'ils soient à niveau. Donc déjà il y a ça je pense. Et ça déjà, arriver déjà à ce niveau-là, c'est déjà beaucoup. Une fois de plus, hein, ça revient au début de la conversation,
C'est avoir déjà toute une équipe présente le jour J. Bon, surtout en rugby, moi j'ai fait que de l'amateur, donc, mais déjà en amateur, avoir toute l'équipe rassemblée, etc., déjà c'est pas mal. Et tout le monde efficace à son poste. Bon, bah déjà, rien que ça, déjà sur la feuille de match, on part gagnant. Oui, c'est rassurant. Non, mais c'est vrai, si vous avez des piliers efficaces, des arrières efficaces, des demi efficaces, etc., un demi efficace, etc., bah, en fait, déjà, on a un énorme avantage par rapport à l'équipe d'en face. Effectivement, il y aura toujours un absent, c'est les remplaçants qui jouent, c'est machin, c'est un tel qui a une mauvaise cheville. Et donc, tout de suite, on a un avantage. Donc ce collectif, finalement, il a ce prérequis d'avoir des individuels qui soient forts. Donc déjà, je pense que déjà se construire individuellement, c'est déjà une prouesse, en fait. Et c'est déjà très intéressant et très important. Et ça, c'est la responsabilité de chacun, justement, pour reprendre l'analogie du rugby, de se responsabiliser pour bien dormir, bien manger, soigner ses petits bobos de la semaine avant le match, et d'ailleurs c'est peut-être les deux, mais j'allais dire, ou c'est celle de l'équipe, ou de certaines personnes dans l'équipe, justement, de suivre les différents éléments de l'équipe. C'est-à-dire Alors, là où je veux en venir, c'est que c'est des résultats finalement individuels qui servent le collectif, des résultats au sens le bien-être de chacun. Mais de qui est-ce la responsabilité ? Est-ce que ça doit être à un niveau individuel ou est-ce qu'il doit y avoir un suivi de quelqu'un ou de quelques personnes de toute l'équipe ? Je pense qu'inévitablement, il y a des entraîneurs. On a des kinés, on a l'entraîneur, on a le directeur du club. C'est inévitablement, il y a des gens au-dessus qui encouragent l'équipe, il y a le capitaine de l'équipe qui est là aussi avec l'équipe, et puis inévitablement, voilà, il y a le directeur du club, qui finalement c'est lui qui a la main sur tout. Donc c'est lui qui va décider de l'entraîneur justement, si le capitaine on prend celui-là et pas celui-là, si c'est lui qui va décider si on essaie de passer en Fédéral 2, c'est lui qui va décider ça. Et donc il en faut un, et il faut que ce gars-là il ait une vision en fait. Il faut que ce gars-là il sache où il va, tout simplement. Et qu'il puisse décliner chacun à son niveau ses responsabilités. Et ça, c'est hyper important. Mais le thème de la responsabilité, typiquement, moi, c'est un truc qui me fascine. Hein. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important à décliner dans la société au niveau des individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est fondamental de revenir à ce thème des responsabilités. C'est-à-dire, bon, voilà, moi, l'équipe compte sur moi ce dimanche pour jouer, je suis pilier, il faut que je sois en forme. Si je ne suis pas en forme, la mêlée, elle ne poussera pas assez, et on ne pourra pas gagner les ballons. Alors, je suis ravi que justement vous le formuliez ainsi, parce que j'en reviens à ce sentiment d'appartenance qu'on a un peu évoqué durant notre discussion. C'est que le samedi soir, sachant que j'ai mon match le dimanche matin, j'ai pas envie de me lever et j'ai envie d'aller à la soirée qu'on m'a proposée. C'est ce sentiment d'appartenance, selon moi, où on a conscience justement de son importance au sein du collectif, qui va peut-être nous rappeler à l'ordre et nous empêcher d'aller à cette soirée, de bien dormir, de bien manger, d'être frais et dispo à l'heure le lendemain pour le match. Effectivement, il y a un phénomène collectif, mais aussi un phénomène individuel qui est très fort, je pense. Il y a un phénomène vraiment de responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, à titre individuel, à titre collectif, on aura le lendemain, tout simplement, en fait, on aura les copains qui vont nous tomber dessus, en fait. Et qui vont nous dire, t'étais pas en forme, t'as pas été sérieux dans ta préparation, tu nous as fait perdre, en fait. T'as contribué à notre perte. Et comment donc, déjà, il y a les copains. Non mais c'est hyper intéressant parce que il y a les copains qui peuvent nous le dire déjà de manière extérieure, ils vont nous le dire en fait. Ils vont nous dire tu n'as pas été bon. Et c'est d'ailleurs c'est très offensant, hein, c'est violent, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité en fait. Ouais. C'est très dur et je ne le souhaite à personne, hein, mais il faut aussi être reconnaissant pour les gens qui nous le disent parce que ça nous permet d'avoir de réaliser ça en fait. Oui, ça, c'est l'avantage du collectif. Et de s'améliorer, ouais. Exactement. Mais ça, après, ça c'est aussi une question de responsabilité individuelle. Parce que lorsque je me suis engagé dans l'équipe, je me suis engagé à tenir le poste que je veux occuper, en fait, je me suis engagé auprès de ces gens-là. Et c'est moi qui me suis engagé. Donc quelque part, il y a aussi, non seulement il y a toute l'équipe qui peut me tomber dessus, mais il y a mon miroir qui peut me tomber dessus. Mon miroir où je me regarde et je me dis, mais en fait, j'ai dit que je le ferais, j'ai dit que j'essaierais d'être là, que je serais là. Si j'étais pas là, enfin, si je n'ai pas été là dans les bonnes conditions,
en fait, finalement, je respecte pas mes engagements. Alors, bon, là, on est en train de partir, on est en train de faire du rugby. Mais ce que je trouve intéressant dans ce mécanisme-là, c'est le sentiment qu'on en tire. C'est-à-dire que quand on prend ses responsabilités, on arrive à un sentiment de fierté, un sentiment de honte, etc. Mais c'est des sentiments qui sont très utiles. Ils sont très très utiles ces sentiments-là parce que c'est des sentiments qui vont permettre de nous guider en fait. Ça va nous aider à nous orienter dans notre vie. Et donc le fait de prendre des responsabilités, et donc là on va sortir un petit peu du rugby pour revenir plus dans des situations un peu anodines. Moi l'exemple que j'aime beaucoup, c'est faire son lit. En fait, si on arrive à faire son lit le matin, tous les matins, pour des gens qui sont, par exemple, qui ont des vrais troubles du comportement, des vrais troubles sociaux, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et je m'inclus parce que voilà, on a tous nos problèmes. En fait, le fait d'avoir un petit coin de notre vie qui soit en ordre, un petit coin de notre vie duquel on peut être fier, duquel on peut avoir cette fierté, c'est extrêmement précieux et c'est bien plus moteur que beaucoup de mirages qu'on peut vous faire miroiter en développement personnel, en machin, etc. Le fait d'avoir un petit coin dans votre vie où les choses sont en ordre, les choses sont bien réglées et on peut être fier de ce qu'on a fait, c'est fondamental. Parce que, alors l'exemple que je prends, alors avant de développer l'exemple que je prends généralement, c'est de faire son lit le matin, parce que nous c'est le premier truc qu'on apprend dans l'armée. Le premier truc c'est faire son lit. Donc je fais mon lit, je le fais au carré. Le lit a une symbolique très forte, puisque c'est l'endroit où je passe la moitié de ma vie, un tiers de ma vie. Ça dépend si vous êtes gros dormeur ou pas. Et en fait c'est aussi une partie de mon monde où tout mon inconscient s'exprime. Lorsque je dors, j'ai mon inconscient qui travaille. Donc du coup, c'est un vrai symbole en fait. Et lorsque je fais mon lit, et que je développe ce sentiment de fierté, parce que tous les matins cette semaine, je me suis mis comme objectif de faire mon lit. C'est un petit objectif, mais c'est un objectif qui est valable, parce que je me le suis fixé. C'est le seul critère. Si je me fixe un objectif et j'y arrive, il est valable. À partir de là, on va commencer à ranger sa chambre. On va commencer à mettre de l'ordre dans sa maison, à ranger que ce soit son appartement, sa voiture, etc. Et là, on va commencer à régler les petits problèmes qu'on a autour de nous, petit à petit, de manière incrémentale. Oui, ça fait un effet boule de neige un peu. C'est un effet boule de neige, mais alors boule de neige, je sais pas si l'image est bonne parce que les boules de neige, on peut pas l'arrêter. Boule de neige, ça descend, ça s'accumule. Là, c'est pas exactement la même chose. J'ai plutôt un système de croissance, mais qui est assez lent en fait, mais qui est très stable et qui nous permet en fait de nous offrir un objectif qu'on puisse petit à petit, jour après jour, duquel on peut se rapprocher jour après jour, petit à petit. C'est-à-dire que si je me dis voilà, je veux, j'ai besoin d'avoir un objectif dans ma vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez fondamental. Bon, on n'aura pas le temps de développer ça là, mais en fait le fait d'avoir un objectif c'est presque quelque chose de biologique hein, pour les êtres humains. On a des facultés d'ailleurs qui se ramènent à ça, qu'aucune autre espèce non, comme par exemple le phénomène de lancer des objets de manière précise. Il n'y a aucune autre espèce sur Terre qui sait faire ça. Le phénomène de pointer, on peut désigner d'une manière extrêmement précise. C'est un outil que j'utilise notamment lorsque je fais des instructions en tir. Donc tous ces phénomènes-là, bref, nous font qu'on a besoin d'avoir un objectif. Lorsqu'on a un objectif, en fait, on peut très simplement se dire, ok, j'ai cet objectif-là, comment je fais pour l'atteindre en 3 ans? Et là, je vais commencer à découper le temps et me dire, ok, si je veux arriver à tel objectif, dans 6 semaines, j'aimerais pouvoir faire ça. Dans 1 an, j'aimerais pouvoir faire ça. 1 an et demi, etc., etc. Et en fait, en le faisant, non seulement je vais orienter ma vie vers quelque chose, donc du coup, d'un coup, j'ai quelque chose qui me guide, j'ai quelque chose qui est plus grand que moi qui me guide, c'est-à-dire c'est un objectif, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et au fur et à mesure, en fait, je vais affiner, je vais moduler cet objectif, il va peut-être changer un petit peu au fur et à mesure que j'avance dans l'accomplissement de mes petites étapes. Mais il est fondamental d'avoir ce truc-là parce que ça te permet en fait d'orienter notre vie en fait finalement. Et ça se fait par cette prise de petites responsabilités. Et c'est en fait plutôt que d'appeler ça un effet boule de neige, hein, qui pourrait être une image, en fait, je préfère appeler ça une espèce de boucle vertueuse en fait. C'est-à-dire que si on commence à faire ça, si on commence à faire son lit, si on commence à se réconcilier avec sa grand-mère, à se réconcilier avec son frère, sa sœur, avec ses voisins, à réparer les petits boulots qu'on devait faire, qu'on laisse traîner depuis des semaines dans son appartement. Si on fait ça, vraiment, vous noterez inévitablement un progrès.
inévitablement. Et ce progrès, sa source de satisfaction, vous donnera la capacité, l'envie et la capacité. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que cette capacité se décuple, en fait, au fur et à mesure. Plus je mange petit, plus ça grossit, plus je vais pouvoir manger gros. On est parti un peu loin, mais voilà. Ah non, non, mais c'est très intéressant et ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que sur cette image du lit et cette fierté qu'on peut en tirer et que c'est le départ de toute chose dans une journée, ça me fait penser à un livre du général McRaven, qui était un général dans la Navy, si je dis pas de bêtises, et un livre qui s'appelle Make Your Bed, qui se lit très facilement. Il est traduit en français également. Il est très court et il fait vraiment allusion à ce point. Et l'autre chose aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que dans ce que vous décriviez, ça me faisait penser à cette phrase que j'aime beaucoup, qui est que on surestime notre capacité de faire sur un an, mais on sous-estime souvent notre capacité de faire sur 10 ans. Et ça reprend un peu cette logique de petits pas, d'incréments dont vous parliez, et au final, on arrive à atteindre des objectifs auxquels on pensait peut-être même pas initialement. Je vais revenir à ce que vous dites, parce que c'est intéressant. C'est une histoire d'objectif. Si on rate tout sur un an et qu'on réussit à de fort taux à 10 ans, c'est parce qu'il y a une histoire d'objectif. En fait, si on se précipite sur l'objectif, c'est que l'objectif était trop gros. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est quand on va à la salle de sport. Quand on va à la salle de sport et qu'on voit un gars qui soulève une barre à 100 kilos. Je veux faire pareil. Moi, je veux être ce gars-là, en fait. C'est impressionnant, il a l'air d'être fort, d'avoir des capacités. Je veux ses compétences. Bien sûr qu'on veut ses compétences. Tout le monde les veut, c'est normal. Cet instinct-là, il est plutôt bon. Sauf que derrière, il faut faire attention à ne pas aller prendre cette barre et essayer de la soulever, parce que clairement, on va être découragé. Donc, inévitablement, j'arrive à la salle, en fait, je vais pas avoir le choix que de mettre des tout petits poids au début et de tirer sur mes tout petits poids. Et puis, au fur et à mesure, mes petits poids vont grossir, et en fait, mes petits poids vont grossir. Ces poids vont devenir des gros poids, et du coup, on va y arriver, mais ça va clairement prendre du temps. Et là c'est le réel qui se confronte un petit peu à nos idées un peu farfelues. Ouais. C'est-à-dire que là, on se confronte au réel, et le réel, voilà, on peut le façonner, mais on le façonne doucement. Il faut être exigeant dans notre humilité, en fait. Se rendre compte d'où on part, mais par contre, ça boîte des petits pas, des petits progrès. C'est là où il faut s'attendre soi-même au tournant et être Absolument. exigeant. Et le deuxième piège, je pense, c'est de ne pas avoir d'objectif. Et ça, malheureusement, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens. De ne pas avoir d'objectif. Moi, l'anecdote que j'utilise souvent pour ça, c'est une histoire de boxe. Moi, j'ai fait un peu de boxe en compétition quand j'étais jeune. Bon, j'en fais encore un peu, mais en dilettante. Et je me rappelle ma première compétition, je suis arrivé on était au club, et puis l'entraîneur demande qui veut être à la compétition dans 2 semaines. Et donc au club, pas de souci, moi je dis que je suis volontaire. Il y a une forme de fierté, une forme d'orgueil avec les copains. On se dit bien sûr que je vais à la compétition. Puis les jours passent, et je rentre chez moi, et en fait je me retrouve tout seul dans mon appartement, et là je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Le tatami, enfin, ou le ring, oui, ça pardonne pas. Ah bah, là c'était ma première compétition, j'étais transi de peur. Plus ça avançait, plus cette peur devenait grande. Ah bah, il n'y a rien de plus responsabilisant, là. Et là je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai donné mon accord pour aller me faire tabasser sur un ring. C'était comme ça que je le voyais. Ça peut être vu comme ça, effectivement. Et je me disais, bon. Et là, là c'est le branle-bas de combat dans ma tête. Je commence à me dire, alors, quelles excuses crédibles est-ce que je peux sortir pour ne pas y aller? Est-ce que je peux tomber malade? Non, ça va être dur. Est-ce que je peux me fouler quelque chose? Non, ça va me faire mal. Et bon, bref, donc bon, je me dis, bon, non, on va reprendre ses esprits, on va quand même y aller. Mais j'ai cette espèce d'oscillation dans ma volonté d'y aller, et je me dis, oh là, est-ce que vraiment je suis sûr de moi? Et arrive le jour du combat, et donc je vais dans ce grand gymnase, je me présente dans ce grand gymnase qui sentent toujours, à chaque fois, ils sentent tous le baume du tigre avec de la musique thaï en fond. Et en fait, je vois que je crois que j'avais 2 adversaires, ou 3, je sais plus. Et en fait, j'en ai plus qu'un. Et je dis à mon entraîneur, mais ils sont où? Les autres, ils ont dû avoir un accident, ils ont dû avoir un problème, ils n'étaient pas au courant, machin. Et mon entraîneur me dit, non, si. Et je pense qu'ils étaient parfaitement au courant, mais ils ont simplement eu peur.
ça pourrait être flatteur. On se dit, oh là là, ils ont eu peur de moi. Bon, en réalité, malheureusement, c'est pas tout ça. C'est plus qu'en fait, ils ont eu peur de l'épreuve, qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Et en fait, ils en ont tellement eu peur que finalement, ils ont échappé à l'épreuve. Ils ont dit finalement, cet objectif que je m'étais fixé, il me fait trop peur. Je veux pas y aller. Et en fait, c'est une phrase de Mike Tyson qui dit dans une interview. Mike Tyson, qui est un philosophe parmi les philosophes, que j'aime beaucoup, qui dit, vous avez essayé, vous avez échoué. Eh bien, félicitations, la plupart des gens n'essaient même pas. Lorsque l'on choisit un objectif, on fait quelque chose qui est très agréable, c'est-à-dire qu'on fixe les conditions de son succès. On dit voilà, si j'ai rempli telle et telle condition, j'arriverai au succès. Lorsque l'on fait ça, inévitablement, on fixe les conditions de son échec. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour beaucoup d'entre nous. C'est quelque chose qui est très dur à encaisser, de dire je risque de rater. C'est quelque chose qui est très dur, vraiment. C'est un spectre pour beaucoup. C'est un spectre terrifiant. Pour moi aussi, hein, moi ça l'a été sur ces épreuves-là, ça l'est encore aujourd'hui pour d'autres épreuves dans ma vie, mais ce que j'ai appris, c'est que jamais, je n'ai regretté de me présenter à une épreuve. Jamais, clairement. Ouais, c'est vrai. Ça a vraiment été une leçon pour moi. Ouais, c'est l'avant en fait qui finalement peut faire capoter toute la valeur de cet instant. Mais une fois qu'on l'a passé, bon ou mauvais résultat, bon évidemment quand c'est le bon ça tombe sous le sens, mais même un mauvais résultat, on est quand même fier de nous d'y être allé, quoi. Absolument, on veut absolument ses lauriers, on veut descendre dans l'arène et se faire couronner de lauriers, mais jamais on veut affronter les tigres qui sont dans l'arène. Et c'est ce dont je me suis rendu compte par rapport à ça aussi, c'est qu'on est souvent bien exigeant sur le résultat, mais pas assez sur la préparation. Et on veut tout de suite, ou en tout cas rapidement. Et en fait, pour l'ego, ça peut être difficile de se dire, bon bah en fait, il va me falloir un match de boxe, 3 matchs de boxe, 15 matchs de boxe, malgré tout l'entraînement et l'implication que j'y mets, pour enfin gagner mon premier match de boxe. Oui, clairement, ça c'est quelque chose de très difficile. Encaisser un échec, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est quelque chose qui fait pleurer des adultes. Enfin, c'est quand on pense à Mayweather, vous tapez Mayweather. Mayweather, c'est un gars qui a, je sais plus, une cinquantaine de combats, je crois qu'il a un échec. La vidéo de son échec, il a la gorge nouée, il est en pleurs, il n'arrive même pas à parler au reporter. Elle est en ligne, hein, vous pouvez taper sur YouTube. C'est son seul combat perdu. Il n'arrive pas à parler au reporter. Pourtant, c'est un gars qui avait déjà, qui était déjà champion olympique, qui avait déjà pas mal de titres. Mais c'est dire à quel point c'était dur, c'était lourd. Mais lorsqu'on monte sur le ring, en fait, on a déjà affronté ce spectre. On a déjà affronté ce monstre de l'échec. Parce qu'on est là, en fait. On est là, on a déjà fait 50% du boulot. C'est déjà une forme de victoire. Alors, je suis pas du tout de ceux qui disent bon, voilà, c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. Non, ça, c'est faux, hein, c'est un mensonge. C'est vraiment très dangereux, parce que c'est une forme de relativisme moral qui est extrêmement dangereuse. En revanche, clairement, je pense que les épreuves, ce genre d'épreuves, accepter l'épreuve et aller jusqu'au bout de son objectif, quitte à ce qu'il change, quitte à ce qu'il change en chemin, qu'on s'oriente différemment, mais qu'on ne refuse pas l'épreuve, est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société à qui on promet monts et merveilles et à qui on cache tous ces démons, tous ces monstres, tous ces spectres. On dit allez-y, vous allez être champion de boxe, mais on leur dit pas en fait qu'il va y avoir, en fait, il y a des monstres en chemin, et en fait, il faut qu'ils affrontent les monstres s'ils veulent accéder au laurier. Si c'est inévitable. Il y a énormément de gens à qui on cache ça, et qu'on retrouve à 30 ans, 35 ans, avec des addictions pas possibles, parce qu'en fait, on leur a dit toute la vie, non, mais vous n'avez pas besoin de choisir. Choisissez pas, prenez pas de choix. Alors qu'il faut faire ce choix. Il faut faire ce choix. Et il y a surtout, là, j'en reviens un peu à cette idée de croissance dont on parlait, et on conclura là-dessus, mais j'ai l'impression que plus les gens vont sortir de leur zone de confort, vont affronter les épreuves, justement, moins ils vont en avoir peur, et plus ils vont en affronter, et des épreuves supérieures. À l'inverse, c'est exactement le principe de la responsabilité. Ouais. Et à l'inverse, des gens qui vont fuir constamment les épreuves, ils vont en avoir de plus en plus peur parce qu'ils ne connaissent pas, et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et au final, ils s'enferment
eux-mêmes dans une sorte d'impasse, quoi. Ils Et tombent dans un cercle vicieux, exactement. C'est exactement ça. Ils finissent dans un cercle vicieux parce qu'ils n'ont jamais fait de choix. Alors que le tout, c'est de dire aux jeunes, faites des choix, prenez des responsabilités. C'est Saint-Augustin qui dit ça. Prenez les responsabilités les plus lourdes. Ne demandez pas. Alors, la phrase de Saint-Augustin, je crois que c'est après celle-là, vous m'excuserez de paraphraser, c'était ne demandez pas à Dieu une charge plus légère, demandez-lui des épaules plus larges. Prenez ce que vous pouvez supporter de plus lourd. hmm, Vraiment. Prenez la plus grosse responsabilité que vous pouvez prendre autour de vous. Si vous êtes étudiant, devenez directeur d'un bureau, d'un club d'une équipe, soyez capitaine de votre équipe de sport. Enfin, faites un truc qui fait que vous allez prendre des responsabilités, que vous allez inévitablement prendre des choix derrière. Et ça vous permettra en fait, alors, parce que le secret dans cette histoire, c'est que inévitablement on va souffrir dans cette histoire. La vie c'est quand même une sacrée épreuve et inévitablement on aura des souffrances. On a tous des souffrances. On est né dans la souffrance. Si je refuse les choix en me disant je vais éviter cette souffrance, je vais éviter d'aller sur le ring, je vais éviter de me faire tabasser, je vais éviter de prendre des coups, eh bien, cette souffrance, elle nous rattrapera à 30 ans avec une force qui nous conduira à devenir déprimés, à avoir des idées suicidaires, à avoir des addictions à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, à tous ces trucs-là, et à finir dans une espèce de spirale infernale. Et là, la souffrance, elle va être insupportable pour une raison simple, c'est qu'elle n'aura aucun sens. Alors que si je prends mes responsabilités, aussi petites soient-elles, à mon niveau, à mon échelle, que j'en prends, plus je prends des décisions, plus je fais des choix dans ma vie, et plus je supporterai cette souffrance, parce que cette souffrance ne sera plus une souffrance subie, mais une souffrance choisie. Et ça, c'est absolument fondamental, parce qu'elle a un sens à ce moment-là. Quand je suis au milieu de la mêlée, que je me fais éclater la nuque et les épaules par le môle en face, je m'en moque, parce que ce que j'ai construit dans ma vie, ça a un sens. Ça a un sens pour l'équipe. Ça a un sens pour mon objectif, qui est d'éclater l'équipe en face et d'aller marquer des buts. Il y a un vrai sens. ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. C'était franchement un super échange. Je vous remercie pour votre temps, Louis. Et je vous souhaite un bel été. Et évidemment, vous revenez quand vous voulez. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. C'était très sympa. Quant à vous, les découvreurs, restez curieux et libres. Et encore plus dans la période que nous traversons. Et à très bientôt.